Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. La 8e séance du Conseil des ministres est tenue ce mardi sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, où 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Et pour la première fois, une délégation féminine talibane est attendue à Doha. C'est ce que nous verrons durant cette édition. Bonsoir à tous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a eu lieu aujourd'hui la 8e séance du Conseil des ministres où 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concernait donc un projet de décret portant organisation, fonctionnement, émission et attribution de l'inspection générale de l'éducation nationale. La seconde question a porté sur un projet de décret portant abrogation du décret numéro 95 du 27 mai 1995 et créant donc le baccalauréat professionnel. Question également concerné un projet de décret créant le certificat de formation professionnelle définissant les conditions d'accès et de délivrance. La quatrième question a porté sur un décret créant le certificat de formation professionnelle définissant les conditions d'accès et de délivrance. Et enfin, une question également qui a porté sur un projet d'arrêté portant organisation de la formation initiale des professeurs du corps de l'éducation nationale et adoption des plans de programme de la formation initiale. Le compte rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 8e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 avril 2019. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question concerne un projet de décret portant organisation, fonctionnement, mission et attribution de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Ce projet de décret met en évidence le corps de l'inspectorat qui, notamment, a pris de l'ampleur de par une présence effective de ce corps dans les différents ordres d'enseignement. Mais le projet de décret met surtout l'accent sur l'inspection générale composée d'inspecteurs généraux directement placés sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ceci dans l'optique de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la disponibilité d'un personnel expérimenté et une bonne connaissance du système éducatif national. Un personnel d'encadrement et de formation qui possède donc une expertise pédagogique tout en étant vecteur d'innovation des méthodes d'apprentissage. Ce projet de décret vise donc à donner au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle les outils nécessaires pour consolider les acquis en matière de politique éducative et renforcer la qualité de l'enseignement en général. La deuxième question concerne un projet de décret portant abrogation du décret numéro 95-0055/présidence du 27 mai 1995 et créant le baccalauréat professionnel. La réforme de l'enseignement technique et professionnel a été mise en œuvre à la rentrée scolaire 2016-2017. Elle vise à concrétiser les finalités du système éducatif définies dans la loi numéro 96 de l'an 2000 et de la 4e législature, portant orientation du système éducatif djiboutien et les recommandations des différentes études et analyses du marché du travail. Elle a notamment été impulsée par la volonté de consolider les compétences de nos sortants du système de l'enseignement technique professionnel, de contextualiser les programmes et de prendre en compte les attentes du secteur privé et les besoins du marché du travail. Pour ce faire, tous les programmes ainsi que les modalités d'évaluation ont été rédigés et mis en œuvre. Cette réforme de l'enseignement technique a été introduite cette année au niveau de la classe de terminale professionnelle et un nouveau baccalauréat professionnel sera mis en place lors de la session de juin 2019. Par ailleurs, un nouveau certificat d'aptitude professionnelle et un nouveau certificat de formation professionnelle seront mis en place parallèlement dès la session de juin 2019. Donc un nouveau CAP et un nouveau CFP. La création de ces certificats est formalisée par décret objet de la question numéro 3 et numéro 4 inscrite à l'ordre du jour. La 5e question concerne un projet d'arrêté portant organisation de la formation initiale des professeurs du corps de l'éducation nationale et l'adoption des plans et des programmes de la formation initiale. Le recrutement des enseignants sur la base d'une licence a constitué
un saut qualitatif pour les enseignements. De ce fait, la formation initiale de ces enseignants du corps unique devait s'adapter au profit de ce nouveau corps. Une maquette de la formation initiale du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, autrement dit CFEEF, a été conçue sur cette base. Elle propose des modules en tronc commun pour favoriser une culture commune des enseignants, des modules disciplinaires et des stages pratiques fortement encadrés. Ce projet d'arrêté a pour objectif donc de mettre en place la nouvelle architecture de la formation initiale des professeurs du corps de l'éducation nationale. Et concernant donc l'incendie qui a dévasté hier le toit du monument Notre-Dame de Paris et qui a été retransmis en direct donc sur toutes les chaînes du monde entier, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de compassion à son homologue français Emmanuel Macron. Le numéro 1 djiboutien s'est exprimé en ces termes, je cite, « C'est avec une émotion remplie de tristesse que nous avons assisté en direct à l'incendie survenu hier 15 avril à la cathédrale Notre-Dame de Paris, monument français le plus illustre depuis l'an 1260, qui est également un héritage commun puisque classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Nous sommes convaincus que la solidarité exprimée par la communauté internationale et nationale ainsi que le génie français seront rénovés et restaurer ce patrimoine dans toute sa splendeur. Le gouvernement et le peuple de Djibouti expriment à travers moi la solidarité au peuple français ami face à cette tragédie en cette période donc sacrée que représente la Semaine Sainte et le carême pour tous les chrétiens du monde. Fin de citation. Et les dons donc affluent pour la future reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'était donc hier soir sur le parvis de la cathédrale. Le président français Emmanuel Macron se projetait déjà donc vers l'avenir. Dès demain, disait-il, une souscription nationale sera lancée et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents et ils sont nombreux qui viendront y contribuer et nous rebâtirons Notre-Dame car c'est ce que les Français attendent parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est ce que notre destin profond. Et donc, dans les heures qui ont suivi, la Fondation du patrimoine a lancé une collecte pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Elle propose au grand public de faire un don déductible des impôts. Ce mardi, donc, près d'1 million d'euros avaient déjà été collectés depuis donc la Fondation du patrimoine. D'autres organismes privés ont également lancé des collectes similaires sur les plateformes de financement participatif. Les grandes fortunes sortent donc des millions et puis il y a ces initiatives émanant des grandes fortunes françaises. Bernard Arnault et son groupe de luxe LVMH ont annoncé faire un don de 200 millions d'euros. Dans un communiqué, le groupe se dit solidaire de cette tragédie nationale et souhaite donc œuvrer à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité. L'autre grand nom de luxe français, le groupe Kering, propriété de la famille Pinault, a lui aussi fait savoir qu'il mettait la main au portefeuille, un don de 100 millions d'euros. Et face à un tel drame, donc, chacun souhaite redonner vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine, a souligné François-Henri Pinault, président de la holding familiale et du groupe Kering. Et en fin de matinée, le groupe Total a indiqué donc faire un don spécial de 100 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et sous l'effet de l'émotion et au regard des dégâts, chacun y va de sa promesse de don. La région Île-de-France va débloquer 10 millions d'euros d'aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les premiers travaux. Dans le reste de l'actualité, une tournée culturelle a eu lieu dans la région de Dikil dans l'optique donc de doter la République de Djibouti d'une réelle politique culturelle et nationale. Le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a entrepris donc le lancement du processus d'élaboration de la politique culturelle nationale le 24 janvier donc 2019 avec le soutien de l'UNESCO. Et dans le cadre de ce processus d'élaboration de la politique culturelle nationale, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Waqf, accompagné de la direction de la culture et de l'expert culturel Idriss Moussa, s'est rendu donc à Dikil dans la journée de dimanche. À cette occasion, le ministre a rencontré plus de 100 personnes composées des acteurs culturels, des intellectuels, des artistes, des vieux sages, des femmes, des jeunes et des représentants de la société civile dans la région de l'Unité. Et pour finir, les participants, dont le préfet Mohamed Chero, ont
à tour de rôle formuler des propositions, suggestions et des orientations. Ils ont ainsi énuméré l'existant culturel et ont soulevé les contraintes quant au développement du secteur de la culture. Et dans son allocution, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a expliqué l'objectif de cette démarche. Elle consiste à sensibiliser la population dikiloise et à susciter leur participation active aux réflexions concernant la politique culturelle nationale, à recueillir leurs avis et propositions quant au développement culturel dans les régions. Le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samri, à la tête d'une délégation tripartite, prend part à la 46e session de la conférence arabe du travail qui a débuté ses travaux dimanche donc au Caire et organisée sous le haut patronage de Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. La conférence a réuni entre autres les ministres du Travail, les membres des délégations des organisations d'employeurs et des travailleurs, du secrétariat général de la Ligue des États arabes et des représentants d'organisations arabes et internationales. En plus des questions inscrites d'office à l'ordre du jour, d'autres sujets ont été abordés lors de cette session, à savoir notamment le rapport du directeur général de l'OAT qui traite des relations professionnelles dans la recherche des solutions aux nouveaux modes de travail à l'ère de l'automatisation et le renforcement du rôle de l'économie bleue pour soutenir les opportunités d'emploi, le rôle de la technologie moderne dans l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. Et toujours dans le cadre de la promotion des activités ludiques féminines à travers le centre de développement communautaire initié par la direction des CDC, le complexe sportif de la cité Nassib fut hier après-midi un haut lieu de convergence pour plusieurs dizaines de jeunes filles qui se sont extasiées dans un panel de choix de jeux. Et ce, avec la mise à disposition des aires de jeu et de matériel ludique unique en leur genre, digne d'un parc d'attractions. L'événement s'est déroulé dans une ambiance festive en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, entouré de ses proches collaborateurs, en l'occurrence Abdillahi Hassan, conseiller technique et directeur de l'Institut des formations sportives et la chef de service des CDC, Houraïcho Ali Guedi. Certes, au-delà de ses objectifs purement ludiques et en deçà de la politique de la légalité du genre, cette initiative en faveur des jeunes filles répond probablement aux stratégies du président de la République, précurseur d'un projet de société fédérateur. En effet, le sport, le rapprochement des jeunes filles et garçons et le brassage socioculturel sont garantis d'une cohésion sociale, elle-même socle de la paix et de la concorde civile. Une réunion d'information et de concertation portant sur le prochain forum de la jeunesse piloté par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en partenariat avec l'UNICEF, le ministère de l'Éducation nationale, le secrétariat d'État aux affaires sociales et le CETID, le centre de technologie et d'innovation pour le développement, s'est tenu au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, réuni cette année sous le thème des jeunes autonomisés, intégrés et égaux. Le forum s'attaque à 6 des 17 objectifs fixés, à savoir l'éducation de qualité, la croissance inclusive et le travail décent, la réduction des inégalités, l'action climatique, les institutions fortes et les partenariats. Lors de cette réunion de concertation, différents responsables présents se sont dit épatés par le soutien de la coordinatrice du système des Nations Unies qui va sans nul doute permettre à ce forum de tenir toutes ses promesses. Également dans l'actualité, la salle de conférence de la radio-télévision de Djibouti a abrité ce matin une cérémonie marquant la clôture du concours culturel de la chaîne coranique de la radio et de la remise des prix aux lauréats des 3 dernières éditions du concours qui a abrité beaucoup de jeunes au cours des 7 dernières années. Ont assisté à cette cérémonie la directrice générale de la radio-télévision de Djibouti par intérim, Mme Souad Farah Adawi, le Cheikh Ahmed Abdiwali, responsable de la chaîne coranique de la radio, ainsi que le directeur du bureau régional de l'ONG Wami à Djibouti, sponsor de ce concours culturel, Maïsara Mohamed Seif. Au cours de l'événement, les officiels ont remis des prix et récompenses aux premiers lauréats du concours, notamment des 3 dernières éditions. Les premiers lauréats ont reçu différents prix, à savoir des tablettes et des montres bracelets, et le responsable de la chaîne coranique de la radio, Cheikh Ahmed Abdiwali, a insisté dans une brève intervention sur l'importance de ce concours culturel pour améliorer les connaissances des jeunes, en particulier des étudiants dans le domaine religieux. Il a exprimé également ses remerciements et sa gratitude
gratitude à la directrice générale par intérim de la radio-télévision de Djibouti, Mme Souad Farah Addaoui, pour sa participation à la cérémonie de clôture du concours et son soutien donc au taux d'orientation positif et continu de la radio au niveau de la chaîne coranique. Le Cheikh Ahmed Abdi a également saisi cette occasion pour remercier le bureau de l'organisation non gouvernementale Wami à Djibouti de parrainer ce concours culturel depuis déjà 7 ans. Et ce communiqué donc qui nous est parvenu de l'ambassade de Djibouti au Caire et qui dit que la 5e session du forum de la coopération arabo-russe au niveau des ministres des Affaires étrangères s'est tenue ce mardi à Moscou en Russie. Et lors de cette rencontre, notre pays était représenté par Mohamed Douhour Hersi, ambassadeur de Djibouti en Égypte, représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, et Dr Ali Mohamed Kamil, ambassadeur de Djibouti à Moscou. Les participants ont examiné les dernières évolutions des événements au Moyen-Orient et ont affirmé l'importance de la promotion du dialogue politique et de l'unification des efforts de tous les pays afin d'aboutir à la stabilité mondiale dans tous ses aspects. Et les deux parties donc ont débattu des voies et moyens du renforcement de la coopération entre les pays arabes et la Russie, dont l'objectif est la mise en place d'un réel partenariat dans différents domaines tels que la politique, l'économie et la culture. En nouvelle nationale, dans le cadre du partenariat entre la garde républicaine et les forces françaises stationnées à Djibouti, une cérémonie de remise de brevets parachutistes a été organisée aujourd'hui à une trentaine donc de stagiaires du CME de la garde républicaine. Cette cérémonie s'est tenue dans l'enceinte donc des forces françaises stationnées à Djibouti et le colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant donc la garde républicaine, était présent aux côtés du général de division aérienne Éric Guernez, commandant les FFDJ. Cette remise de brevet sanctionne la réussite à une instruction opérationnelle des troupes aéroportées qui s'est déroulée du 31 mars au 11 avril et les stagiaires CME de la garde républicaine ont effectué une première phase de test d'aptitude physique composée de traction, pompe, flexion sur les jambes, abdominaux, montée de corde, course et marche chronométrée avec un sac de 11 kg sur le dos. Et après cette mise en jambe de vérification des aptitudes physiques, les aspirants parachutistes ont suivi une phase d'instruction technique au sol dispensée au sein du 5e régiment interarmé d'outre-mer et de la base aérienne 188. Et pour la première fois et surtout en nombre important, 6 personnels féminins de la garde républicaine sont parvenus à décrocher les brevets militaires parachutistes. Cette remise de brevet concrétise la réussite à une instruction opérationnelle des troupes aéroportées qui s'est déroulée début avril. Ce détachement d'instruction opérationnelle organisé donc par l'état-major interarmé des forces françaises a été renforcé par un cadre de l'école des troupes aéroportées venu spécialement de France pour valider la formation. Enfin, les stagiaires ont pu s'élancer dans les airs pour l'instruction pratique en vol et en total 6 sauts ont été réalisés. Tous les participants ont validé leur formation et pourront arborer le brevet militaire parachutiste français. Finalement, cet événement s'est clôturé par la remise de brevets parachutistes français pour les personnels stagiaires CME de la garde républicaine. Il y a eu donc également des échanges de cadeaux entre les instructeurs et les stagiaires parachutistes de CME de la garde républicaine, suivi de la photo de famille. À noter donc toujours conformément au traité de coopération de défense signé en 2011 avec la République de Djibouti, les forces françaises stationnées à Djibouti constituent une base opérationnelle avancée en Afrique de l'Est. À ce titre, elles participent au dispositif militaire français prépositionné permettant de disposer d'un réservoir de forces pouvant être projeté rapidement en cas de crise. Et par ailleurs, les forces françaises stationnées à Djibouti soutiennent l'armée djiboutienne pour le renforcement de ses capacités militaires, notamment dans le cadre de sa participation aux opérations de maintien de la paix. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le général de division aérienne Éric Guernez, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti, a déclaré qu'ils étaient très honorés d'avoir pu conduire cette action de coopération. Il a félicité tous les jeunes parachutistes, notamment les 6 premières femmes de la garde républicaine à détenir un brevet de parachutiste français. C'est une très grande fierté et pour conclure, il a affirmé donc qu'ils sont désormais les dignes représentants de l'interopérabilité franco-djiboutienne. On écoute le général. Honoré d'avoir pu conduire cette action de coopération. Soyez certains que cet engagement à vos côtés
continuera à l'avenir, et dans le domaine, bien sûr, de la formation des troupes aéroportées, mais pourquoi pas dans d'autres domaines, et continuons à discuter sur ce plan-là. Donc, merci à vous, mon colonel, encore une fois, pour ces mots. Mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la garde républicaine, je voudrais tout d'abord vous féliciter. Soyez fiers du brevet qui va vous être remis dans quelques instants. Vous intégrez une élite, parce que être parachutiste, c'est pas seulement accomplir un acte technique. Passer la porte, cela demande du courage, du dépassement de soi, et c'est ce qui fait toute la particularité des parachutistes. Donc, encore une fois, félicitations, soyez-en fiers, et bienvenue dans la grande famille des parachutistes. Et à son tour, le colonel Mohamed Jama de Halé s'est réjoui des résultats combien éloquents auxquels les stagiaires sont parvenus donc au terme de cette formation, ce dont ils ne pouvaient d'ailleurs pas douter au regard de leurs capacités physiques acquises tout au long de leur stage CME, mais aussi de leur profonde motivation. On écoute le colonel. Cérémonie de remise des brevets parachutistes qui clôture la formation qui s'est déroulée du 31 au 11 avril 2019. Et je me réjouis de résultats combien élégants auxquels vous êtes parvenus. Au terme de cette formation, c'est donc que je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de votre capacité physique acquise tout au long de votre stage, mais aussi votre profonde motivation. L'activité qui s'achevait a pris 2 semaines, comprenant une première phase de mise en condition physique indispensable, appelée entraînement au sol, et une deuxième phase de 6 sauts en parachute, exigée pour l'obtention du brevet parachutiste. Pour la première fois, et surtout au nombre de 6 personnels féminins de la garde républicaine sont parvenus à décrocher les brevets militaires parachutistes. J'aimerais avant tout adresser mes plus vives félicitations à ce personnel féminin, ainsi qu'à l'ensemble des stagiaires pour ce magnifique défi que vous avez relevé. La formation CME que vous avez débutée 1er février 2019, c'est clôture, c'est dit. La semaine prochaine, vous entamerez la deuxième partie de votre cursus qui vous permettra d'acquérir les fondamentaux pour gérer et animer, persuader et entraîner un groupe de combat. Sachez que vous ne serez point pour être, mais pour assumer pleinement le rôle et la responsabilité assumée à un sous-officier. Je saisis donc cette opportunité pour exprimer mes satisfactions encore une fois de plus de voir la qualité de la coopération franco-djiboutienne en matière de défense et de sécurité. Enfin, j'adresse mes vifs remerciements au commandement de la force française stationnée à Djibouti pour son soutien qui a permis de mener à bien cette formation. Aussi, je félicite l'ensemble des instructeurs TAP pour la qualité d'enseignement dispensé durant ces 2 semaines et pour la réussite de ces partenariats. Et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Halé Saïd Mohamoud a reçu dans ses locaux la coordinatrice du système des Nations Unies, Barbara Mandi. Le directeur général de l'ANPH et la coordinatrice donc ont échangé sur plusieurs sujets pour la promotion des personnes handicapées dans l'inclusion du secteur privé et public, de l'éducation, santé et l'insertion professionnelle et d'autres domaines de la vie courante. De ce fait, les deux parties sont convenus de faire une matrice présentant les priorités de l'agence en termes du programme, projet de piste d'intervention qui pourrait être décliné en une feuille de route de coopération pour les années à venir. Physique ou mentale ici à Djibouti. Ça, c'est une priorité pour les Nations Unies, c'est une priorité du secrétaire général et c'est sans doute la continuation d'une bonne coordination, d'une bonne coopération de tous les systèmes des Nations Unies parce qu'on pense que l'inclusivité de tout le monde
et de faire de forme que tout le monde puisse avoir un futur et avoir ses droits respectés est absolument fondamental. Et travailler ensemble, c'est la seule manière d'y arriver. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Moussa Abdelkader, survenu samedi dans la nuit à Dikil après une longue maladie. Le défunt Moussa Abdelkader était agent de la douane entre 1971 et 2013 jusqu'à sa retraite. Il laisse derrière lui une grande famille, dont une veuve, 7 enfants et 8 petits-enfants. En cette circonstance douloureuse, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Chiro, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches et amis et prie le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, Soudan, donc l'Union africaine met en garde le gouvernement militaire. L'Union africaine a menacé donc hier de suspendre le Soudan de l'organisation continentale si l'armée à la tête du pays depuis la destitution du président Omar Hassan Ahmed al-Bashir ne quitte pas le pouvoir au profit d'une autorité politique civile d'ici une période de 15 jours. Dans un communiqué, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le CPES, demande que l'armée soudanaise se retire et remette le pouvoir à une autorité politique civile d'ici à 15 jours maximum. Dans le cas contraire, certains protocoles de l'Union africaine seront mis en place dont la suspension de la participation du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le Conseil de paix et de sécurité condamne fermement et rejette totalement la prise de pouvoir par l'armée soudanaise ainsi que son intention de mener une période de transition de 2 ans et soutient qu'une transition menée par les militaires serait complètement contraire aux aspirations du peuple soudanais ainsi qu'aux instructions pertinentes de l'Union africaine. Et enfin, des femmes feront partie de la délégation que les talibans afghans doivent dépêcher à la fin de la semaine au Qatar pour la reprise des négociations avec les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la milice islamiste. La réunion aura lieu vendredi à dimanche à Doha, au Qatar. 150 responsables politiques et représentants de la société civile doivent y assister. Ces femmes n'ont aucun lien familial donc avec les dirigeants des talibans. Ce sont des Afghans ordinaires de l'intérieur et de l'extérieur du pays qui ont soutenu ou participé au combat pour l'instauration de l'émirat islamique, a-t-il souligné. Les talibans refusent toujours tout contact avec le gouvernement afghan qu'ils jugent aux ordres des États-Unis. C'est tout pour ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous sur Télé Djibouti.